fait de rupture sur les mesures arrivées à échéance à hauteur de 15 millions d'euros. Au-delà de cet objectif de continuité, 50 nouvelles MAIA pourront être autorisées en 2014. Concernant l'aide à l'investissement indispensable à un secteur caractérisé par des besoins importants de remise à niveau des bâtis, nous souhaitons également souligner que l'OGD, l'agrégat composé de l'ONDAM et du produit de la CSA, intègre enfin l'affectation de 2% de la CSA au financement du PAI, du plan d'investissement, qui permet d'améliorer les établissements. Très bien, merci. Madame la ministre, Madame Bertinotti. Merci beaucoup. Je pense que Marisol Touraine a dû déjà exprimer quel était le sens de ce budget en matière de politique familiale. Je veux juste repréciser que nous avions eu l'occasion, et le Premier ministre l'avait fait au début du mois de juin, d'expliquer justement le sens de cette politique familiale qui est à la fois, qui traduit à la fois la volonté de pérenniser la branche famille et en même temps aussi de parvenir à ce qu'on puisse continuer à développer les services aux familles avec une politique très volontariste du développement des places d'accueil des 0-3 ans, puisque vous savez que c'est à hauteur de 275 000 places sur 5 ans, avec aussi des efforts très substantiels faits sur le soutien à la parentalité. Quand on regarde on est obligé de voir à la fois des mesures qui relèvent du PLF et des mesures qui relèvent du PLFSS, mais qui vont toutes dans le même sens, une volonté de davantage de solidarité et de prestations mieux ciblées en faveur des familles modestes. C'est le cas pour l'allocation de soutien familial qui est revalorisée et qui concerne directement les familles monoparentales, dont on sait que parmi elles, il y a un taux de précarité et de pauvreté plus fort que la moyenne nationale, et la revalorisation du complément familial qui, lui, touche les familles avec 3 enfants et plus. Je ne peux pas faire l'économie même si cela n'est pas dans le PLFSS, d'évoquer effectivement ce qui a été la baisse du plafond du quotient familial, pour juste repréciser, je le dis d'autant plus volontiers, que cette baisse ne concerne que 12% des familles les plus aisées, ce qui veut dire que 88% des familles ne sont pas concernées par cette mesure et que pour donner un éclairage encore plus précis, commencent à être concernés, si l'on prend le cas de familles avec 2 enfants, des couples dont le niveau de ressources est au minimum de 5 800 € par mois. Donc voilà, pour repréciser que c'est aussi au travers de cette volonté de pérennisation de la branche famille, mais aussi cette volonté de pouvoir continuer à intensifier les efforts des services rendus aux familles, que ce soit en matière d'accueil petite enfance ou en matière de soutien à la parentalité. Très bien, merci mesdames les ministres. Je vais donc donner la parole dans un premier temps à nos rapporteurs. Donc Yves Daudigny, rapporteur général. Il y aura ensuite Isabelle Pasquet pour la branche famille et Georges Labazé qui souhaitait intervenir sur le médico-social. Donc Yves Daudigny. Merci Madame la Présidente, merci Madame les ministres des exposés que nous venons d'entendre. Alors que ce soit clair, c'est une évidence, mon soutien vous est acquis sans réserve dans la démarche que vous avez exposée les unes et les autres pour la présentation de ce PLFSS. Alors, si vous le permettez, quelques observations et en même temps questions qui peuvent permettre, si possible, des éclairages complémentaires. Une observation générale: depuis 2010, l'évolution des dépenses de santé en général et celle d'assurance maladie en particulier, donc cette évolution est en rupture par rapport aux 50 dernières années, puisqu'elle progresse à un rythme inférieur à 3% par an. Et malgré cela, le déficit
de la branche maladie reste à un niveau élevé. Le caractère donc durable de la maîtrise de l'Ondam que vous avez mis en avant, Madame la Ministre, revêt donc une grande sensibilité. Alors, éclairage possible, quels sont, Madame la Ministre, les facteurs explicatifs de la sous-consommation des dépenses d'assurance maladie sur les derniers exercices et surtout comment pouvons-nous réunir les conditions d'un maintien donc, de l'Ondam à un taux de progression de 2,4%. Deuxième point, le PLFSS pour 2014 contient un nombre important de mesures relatives à l'assurance maladie. Il engage plusieurs éléments, vous l'avez également souligné, de la stratégie nationale de santé, notamment la réorientation de notre système vers les soins primaires. Limité par le champ défini dans la loi organique, il s'insère dans une réforme d'ensemble qui devra nécessairement être parachevée dans une future loi de santé publique que vous avez annoncée et que nous espérons tous donc pour 2014. Alors, il reprend, il est agréable pour moi de l'évoquer, plusieurs propositions que notre commission a faites, et je cite par exemple un amendement que j'ai déposé l'an passé sur les médicaments biologiques similaires. Mais je pense surtout à la réforme de la T2A. En accord avec les conclusions du rapport que nous avons adopté l'année dernière, le PLFSS permettra de prendre en compte la spécificité des établissements situés dans des zones isolées ou peu denses et de lutter contre l'effet potentiellement inflationniste de ce mode de financement. Je voulais vraiment mettre ceci en avant. Toujours en ce qui concerne l'hôpital, alors une question, le PLFSS prévoit un nouveau report donc de 2016 à 2018 de la mise en œuvre de la facturation individuelle, alors que cette évolution peut paraître indispensable si nous voulons avancer sur la question du parcours de santé ou des parcours de santé que nous appelons tous, je pense, de nos vœux. Alors, sans facturation clairement identifiée par patient, est-il néanmoins possible d'imaginer des parcours financés de manière transversale en amont et en aval de l'hôpital? Autre sujet, dans le prolongement des objectifs fixés par le Président de la République, plusieurs mesures du PLFSS concernent la couverture santé complémentaire, au moins au niveau de 2 articles. L'article 4 prévoit notamment les modalités de participation des OCAM au forfait médecin traitant pour un montant de 150 millions d'euros par an, comme prévu dans l'avenant numéro 8. Donc l'interrogation existe sur le schéma retenu dans la rédaction actuelle du PLFSS. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de prévoir d'autres modalités de financement? De son côté, l'article 45 engage notamment une réforme de la qualité des contrats des complémentaires santé en définissant mieux les contrats que peuvent bénéficier donc de l'aide complémentaire santé ainsi que les contrats solidaires et responsables. Cette réforme ne va-t-elle pas de pair avec une différenciation plus sensible entre les taux de TSCA qui s'appliquent au contrat? Et enfin, dernière question sur un sujet que j'aime bien évoquer. L'an passé déjà, vous aviez évoqué une remise à plat donc, du dossier médical personnalisé, dossier médical personnel, pardon, dispositif que la Cour des comptes, dans sa forme actuelle, a jugé très sévèrement. Vous avez récemment évoqué un dossier médical personnel de 2e génération. Est-ce qu'éventuellement vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Merci, Monsieur le rapporteur général. Isabelle Pasquet, rapporteure de la branche famille. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les ministres. Madame la ministre, une remarque. Pour commencer, je regrette qu'une nouvelle fois, avec la baisse des cotisations patronales famille destinée à compenser la hausse des cotisations patronales retraite, la branche famille fasse office de variable d'ajustement, alors que sa structure de financement n'a cessé d'être fragilisée ces dernières années. Qui plus est, ce sont les ménages qui, via la réforme du quotient familial, vont compenser eux-mêmes, in fine, à la branche famille cette perte de recettes. Première question, vous annoncez une politique volontariste, mais tout de même, le PLFSS pour 2014 prévoit 500 millions d'euros d'économies de gestion pour l'ensemble des caisses d'allocation familiale. À quelle hauteur les caisses de sécurité sociale, à quelle hauteur les CAF seront-elles amenées à participer
à cette hauteur, à cet effort financier? Et sachant qu'elles sont déjà fortement contraintes, comment comptez-vous concilier cet objectif avec les engagements pris dans la nouvelle COG? Ensuite, l'article 56 du PLFSS instaure une modulation du montant de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, selon le niveau de ressources des familles. N'est-ce pas là une source de complexité supplémentaire pour les CAF, alors que vous défendez l'idée d'un choc de simplification administrative? Par ailleurs, ce même article prévoit le gel de revalorisation de l'allocation de base de la PAJE jusqu'à ce que le montant du complément familial soit égal ou supérieur au montant de l'allocation de base en vigueur au 1er avril 2013. Or, le rattrapage entre les deux prestations ne devrait intervenir que d'ici 2019 ou 2020. Comment justifiez-vous ce choix? Ensuite, l'article 58 du PLFSS entend encadrer les tarifs pratiqués par les microcrèches en subordonnant le versement du complément du libre choix de mode de garde aux familles au respect de la microcrèche d'un plafond tarifaire. N'aurait-il pas été possible d'encadrer directement ces tarifs plutôt que de passer par le CMG? Ensuite, enfin, une dernière question qui concerne également le CMG. Lors du débat sur le projet de loi sur l'égalité hommes-femmes, je vous avais posé un certain nombre de questions concernant le tiers payant pour les familles les plus modestes qui faisaient appel à une assistante maternelle. Donc la question, c'est toujours par rapport à la complexification des tâches. Est-ce qu'on a évalué la charge de travail que ça pouvait représenter? Et étant donné que ça concerne, c'est destiné surtout au retour à l'emploi des femmes, cela signifie que le recours aux assistantes maternelles ne se fera pas de façon régulière, c'est-à-dire occasionnelle. Donc comment ça va se passer pour passer les conventions entre l'assistante maternelle et la CAF? Alors c'est vrai que c'est une mesure qui va bénéficier largement aux familles et bien sûr aux assistantes maternelles. Ceci dit, est-ce que ça ne va pas rajouter une complexification dans les tâches des CAF? Merci. Monsieur Georges Labazé, rapporteur donc, pour la partie médico-sociale. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais adresser 3 ou 4 questions aux ministres présentes. Alors, je vais commencer peut-être par la plus proche. Quelle est la situation financière exacte de la CNSA? Parce qu'on nous dit que la CNSA dispose de beaucoup d'argent et quand on discute avec les ARS, quand il faut obtenir des financements pour la mise en œuvre du médico-social, des différents établissements, on nous dit que la CNSA n'a pas des moyens à distribuer. Je ne pense pas qu'aux EHPAD, mais je pense aussi aux établissements pour l'accueil d'handicapés, etc. Et là, nous sommes vraiment en grande difficulté parce que les départements qui co-décident avec les ARS ont des schémas d'autonomie, ont des schémas en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, et on n'arrive pas à les mettre en œuvre faute de crédits qui descendraient de la CNSA. Alors, derrière cette question centrale est posé, vous en doutez, le problème de la CASA. Alors, on a créé dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2013 cette contribution fléchée vers la loi sur la dépendance. Elle a été, disons, reversée en 2013 entièrement sur le Fonds de solidarité vieillesse. Et on pouvait penser qu'en 2014, toujours dans la perspective de la loi, que l'on flèche de nouveau cette contribution dite de la CASA vers le futur, disons, dispositif concernant l'adaptation de la société au vieillissement et à la dépendance. Donc là, nous avons un véritable point d'interrogation, parce qu'on nous dit en même temps
Oui, mais on ne l'a pas fait l'année dernière, on ne le fait pas cette année, puisque la CNSA dispose de ressources nécessaires. Alors vous comprenez qu'il y a une sorte de contradiction qui peut apparaître entre le moment où on nous dit mais la CNSA a des ressources nécessaires, donc elle pourrait contribuer au financement du médico-social pour les ARS, et en même temps, ce qui est prévu justement pour le financement de la dépendance repart vers les fonds de solidarité vieillesse. Ça, c'était ma première série de questions. La deuxième série, c'est, Madame la Ministre, vous nous avez dit tout à l'heure que l'année 2014 verrait, disons, le débat sur la loi concernant l'adaptation de la société au vieillissement. Nous en sommes, disons, très, très heureux. On souhaite qu'elle vienne le plus rapidement possible. Mais pourquoi avez-vous décidé de scinder en deux le texte? C'est d'une part la prise en charge à domicile et puis de l'autre côté la prise en charge à l'établissement, alors que toutes les analyses et puis notre vie au quotidien montrent qu'il convient de fluidifier en permanence ce qui se passe entre le maintien à domicile et puis l'accès dans les établissements, maisons de retraite et autres. Enfin, sur ma troisième question, elle concerne les services d'aide et d'accompagnement à domicile, je m'adresse à Mme Delaunay, qui ont été créés par la loi de finances pour 2012 et puis par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Est-ce que vous disposez à l'heure actuelle d'éléments sur les mesures qui pourraient être incluses dans le premier texte que nous examinerons afin de soutenir durablement le secteur de l'aide à domicile? C'est une conséquence, si vous voulez, du texte que Mme Touraine vous avez annoncé il y a quelques jours et que vous avez repris tout à l'heure. Merci, Monsieur Labazé. Mesdames les ministres, je vous laisse répondre. Alors, je vais répondre à Yves Daudigny d'abord. Qu'est-ce qui explique la sous-consommation de l'ONDAM? Et comment est-ce que on peut arriver à tenir durablement un ONDAM de niveau qui historiquement apparaît bas et qui paraît nécessaire si nous voulons sortir de la spirale des déficits dans laquelle nous nous sommes trouvés embarqués. Dans laquelle nous nous sommes trouvés embarqués par défaut de politique structurelle. Je veux quand même insister sur ce point, parce que on me dit souvent sur les bancs de l'opposition d'aujourd'hui, on me dit mais c'est la crise qui explique le dérapage ces dernières années. Moi je veux rappeler que le déficit de la Sécu, ça n'est pas une fatalité. La sécurité sociale a été, le budget de la sécurité sociale a été à l'équilibre en 2001, enfin jusqu'en 2001. Le déséquilibre a commencé à apparaître en 2002 et surtout il s'est creusé autour de 2004, 2005, 2006, à un moment où nous n'étions pas en période de crise. Donc le défi, il est bien d'engager des réformes structurelles qui nous permettent de réorienter les dépenses et de mieux répondre aux défis qui se posent, que j'ai évoqués, le vieillissement de la population, l'apparition des maladies chroniques, la nécessité de réorienter l'activité hospitalière sur certaines priorités, enfin les priorités de leur activité, qui n'est pas du premier recours. Ce sont ces réformes structurelles et non pas des efforts demandés aux patients en termes de déremboursement ou de franchise qui sont la clé. Pourquoi est-ce que nous avons sous-consommé? La question de la sous-consommation, il se trouve que là, ça permet d'aller au-delà de l'objectif que nous nous étions fixé en termes d'économie. Mais nous ne pouvons pas considérer que cette sous-consommation est de nature nécessairement durable. Un des facteurs une des raisons qui explique la sous-consommation de l'ONDAM de ville, puisque l'ONDAM hospitalier est stable, c'est le moindre recours aux indemnités journalières
Et à l'évidence, le moindre recours aux indemnités journalières est lié aussi à la situation de l'emploi. C'est-à-dire que quand il y a moins d'actifs, enfin quand il y a plus de chômage, moins de gens en activité, il y a moins de gens qui prennent des indemnités journalières. Les gens qui ne travaillent pas, ils ne prennent pas d'indemnités journalières. Et on ne peut pas exclure d'ailleurs que des gens qui sont en emploi, avec des situations précaires, hésitent à recourir à des indemnités journalières dans une période d'instabilité du marché du travail. Pour ce qui est de la tarification à l'activité, je veux insister sur le point que nous amorçons un processus. C'est-à-dire que ce PLFSS n'est pas la fin du processus. Les travaux se poursuivent dans le cadre du comité pour la réforme de la tarification à l'activité, le CORETA, dans lequel tous les acteurs concernés sont associés, qui avancent bien. Et c'est ce qui nous a permis de définir ces 3 nouveaux critères de la tarification: établissement très isolé, dégressivité en cas d'acte important et parcours de soins autour de l'expérimentation pour l'insuffisance rénale chronique. Mais c'est un processus qui a vocation à être amplifié dès l'année prochaine. Pour ce qui est de la facturation individuelle, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'une part de meilleures relations entre les assurés et la sécurité sociale, d'autre part un rapprochement, une forme de convergence, mais de rapprochement entre l'activité ambulatoire, l'activité de ville et l'activité hospitalière. Pour ce qui est de l'activité hospitalière, distinguons 2 choses. Pour ce qui est des actes et des consultations externes, nous sommes dans les clous et dans les temps. Actuellement, 2 décrets sont en cours de concertation qui vont permettre de faire entrer en place progressivement. Alors, à Paris, ça viendra un peu après Marseille, je ne connais plus exactement le calendrier, mais qui vont permettre de faire entrer d'appliquer cette facturation individuelle. En revanche, nous avons concrètement rencontrer des difficultés pour ce qui est des séjours et de la facturation individuelle des séjours, et c'est pour cela qu'il y a un report à 2018. Très concrètement, nous avons besoin d'expérimenter des mécanismes, des systèmes d'information qui aujourd'hui ne nous apportent pas la fiabilité et la satisfaction attendues. Pour ce qui est de la contribution des complémentaires, c'est un vaste sujet que je comprends bien. Quel est l'enjeu? Lorsque nous avons eu la négociation sur la maîtrise des dépassements d'honoraires, les organismes complémentaires se sont engagés à apporter une contribution de 150 millions d'euros qui doit permettre de financer des actes forfaitaires plutôt. Là, il y avait un flou de médecins qui ne font pas de dépassement d'honoraires. Et donc, l'idée, c'était qu'il y ait, en échange de l'engagement des médecins à limiter leur dépassement d'honoraires, qu'il y ait des actes positifs qui soient posés, et en partie financés par les complémentaires. Ces complémentaires souhaiteraient aujourd'hui que leur participation soit clairement identifiée par le patient. C'est-à-dire que quand leur médecin a 5 € grâce à ces 150 millions d'euros, il y est écrit c'est votre complémentaire, la mutuelle ceci ou l'assurance cela. Simplement, il a été décidé que ce qui serait financé par les complémentaires, ce sont des actes forfaitaires. Aujourd'hui, ça reviendrait à créer un acte qui n'aurait aucun financement de la part de l'assurance maladie et qui serait entièrement financé, même s'il est très faible, du genre 5 € pour le forfait, par les complémentaires. Ce serait envoyer le signal que moi, je ne veux pas envoyer parce que ça n'est pas le sens de ma politique, qu'il y a des actes dans lesquels les assurances complémentaires sont les seuls payeurs et où il y a non-engagement de l'assurance maladie obligatoire. La contribution des assurances complémentaires ne peut intervenir que dans un ensemble, un cadre global, dans lequel l'assurance maladie obligatoire est l'élément central, déterminant et le socle identifié comme tel. Lorsque nous aurons fait le déploiement du tiers payant généralisé, alors
le versement direct par la complémentaire pourra être réalisé. C'est pour cela qu'après des discussions, et je sais que les organismes complémentaires auraient souhaité autre chose, mais je le dis, dans l'état actuel des dispositifs tels qu'ils existent, nous sommes arrivés à l'idée que cette contribution devait se faire de manière globale par le biais du PLFSS et de façon transitoire dans l'attente du déploiement du tiers payant généralisé. Pour ce qui est du DMP, j'aurai l'occasion dans quelques semaines d'annoncer la deuxième étape, cette deuxième génération. Prenons acte de ce que la première génération, la première version n'a pas atteint les résultats souhaités. Nous allons je vais nommer un chef de projet. Nous allons engager le déploiement de ce dossier médical dans le sens souhaité ou identifié par la stratégie nationale de santé, c'est-à-dire concentrer le développement des dossiers médicaux personnalisés sur les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, afin qu'il y ait un intérêt immédiatement visible, à la fois par les professionnels libéraux et par les professionnels hospitaliers, de la nécessité de l'échange d'informations. Deux remarques simplement aux deux questions. Je laisserai évidemment Dominique Bertinotti et Michel Delaunay répondre aux questions qui ont été posées sur les branches concernées. Mais je ne peux pas laisser dire que la branche famille sert de variable d'ajustement à la politique de la sécurité sociale. Dominique Bertinotti le redira, mais je ne peux pas laisser dire cela. Surtout après des années où la branche famille a effectivement servi de variable d'ajustement, où nous avons d'emblée pris des mesures dès l'année dernière, dès 2012, pour financer, apporter des ressources complémentaires à la branche famille, et il ne s'agit pas de diminuer les ressources de la branche famille, il s'agit dans le cadre d'une réflexion sur le financement de la protection sociale, que je crois vous appelez de vos vœux par ailleurs. Mais dans le cadre de cette réflexion, se demander si nous faisons une différence entre les dépenses qui sont de nature contributive, enfin qui renvoient à des prestations de nature contributive, et les prestations de solidarité. Les prestations de nature contributive doivent à l'évidence être financées en lien avec le travail. C'est pour cela que pour nous, nous avons fait le choix de la variable cotisation pour le financement de notre politique de retraite. La question, elle est posée depuis des années. La politique familiale doit-elle être financée de manière centrale par des cotisations assises sur le coût du travail? C'est dans le cadre de cette réflexion que nous avons engagé cette année une diminution des cotisations patronales pour la famille, dont le manque à gagner sera compensé par le budget de l'État. Donc il n'y a pas de variable d'ajustement, il y aura une compensation. Pour ce qui est de la CNSA, et on connaît parfaitement le débat, les réserves sont importantes. Les réserves de la CNSA en 2012, elles sont de 448 millions d'euros. Elles étaient un peu supérieures en 2011. Il va y avoir évidemment, il y a eu des décisions prises en 2013. Donc, à l'arrivée, les réserves après les décisions qui vont être prises seront de l'ordre de 230 millions. 230 millions à peu près. Et puis, nous constatons qu'il y a eu une sous-exécution en 2013 par rapport aux projets qui sont engagés, qui est de l'ordre de 130 millions d'euros. Ce qui veut dire que des projets peuvent continuer à se développer tout en ayant une garantie de financement. J'insiste là-dessus. La loi d'orientation, elle annoncera l'ensemble des étapes. Nous allons procéder en 2 étapes, mais la loi d'orientation, elle annoncera d'emblée les 2 étapes. Donc, la loi d'orientation, elle va dire, il y a une première loi dans laquelle il y a les différents éléments que j'ai indiqués tout à l'heure et que va compléter Michel Delaunay, notamment sur le domicile. Et puis, il y aura une 2e étape qui comportera ceci, cela sur l'hébergement. Pourquoi pas une seule loi tout de suite?
il faut le dire avec esprit de responsabilité, pour des raisons financières. Plutôt que de faire une loi qui n'est pas financée ou qui aurait une moindre ambition pour pouvoir être financée dans le cadre de la situation actuelle, nous assumons de dire, nous mettons en place un processus qui va monter en puissance, et cette montée en puissance, elle se fait 2015 et puis au-delà. Mais l'esprit des mesures et le contenu des mesures sera annoncé dès la loi d'orientation. Merci, Madame Touraine. Madame Bertinotti ou... Oui, Marisol Touraine a eu vraiment raison de dire qu'il n'est pas acceptable d'entendre que la branche famille serve de variable d'ajustement. Je tiens à dire que lorsqu'on regarde ce qu'est la négociation de ce qu'a été la négociation de la convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF et le niveau du montant du FNAS, les efforts financiers sont tout à fait substantiels et très conséquents et n'ont rien à voir avec les efforts financiers faits préalablement. Et je pense que on ne peut pas laisser dire que effectivement la branche famille perdrait des recettes, puisque Marisol Touraine y a insisté à la fois sur le fait que l'intégralité de la baisse de la cotisation patronale famille sera compensée par le budget de l'État et que, bien évidemment, la branche famille aussi percevra l'intégralité des gains de la mesure du quotient familial. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, on ne peut pas s'interdire la réflexion à venir sur la nature même et les fondements même du financement de la branche famille comme des autres branches de la sécurité sociale. Vous évoquiez aussi les 500 millions d'économies de gestion, mais les économies qui sont demandées à la branche famille sont déjà inscrites dans la convention d'objectifs et de gestion, et à ce jour, il n'y a aucune demande d'économies supplémentaires. Vous avez aussi abordé des questions après très ponctuelles sur la modulation de l'allocation de base de la PAGE et le plafonnement du complément du mode de garde de structure dans les microcrèches. Je tiens à dire que, en ce qui concerne la modulation de l'allocation de base de la PAGE, il s'agit de cibler cette prestation au bénéfice des familles qui en ont le plus besoin. Et que, en plus, cette modulation ne va intervenir que pour des familles dont les enfants vont naître à partir du 1er avril 2014. Et pour ces familles à venir, il faut savoir que cette modulation, là aussi, ne touchera que 13% de ces familles à venir. Donc là aussi, il faut, je dirais, prendre conscience que les plus des trois quarts, ne sont absolument pas concernés dans cette modulation du montant de l'allocation de base de la PAGE. Je m'étonne aussi de votre interrogation sur le plafonnement du complément de mode de garde structure dans les microcrèches, car je souhaite vous rappeler que les microcrèches peuvent être financées de deux façons, soit par la prestation de service unique, par la PSU, comme les établissements d'accueil du jeune enfant, soit précisément par le complément de mode de garde structure, ce qui est aujourd'hui pour 63% des microcrèches le cas. Et le paradoxe, c'est qu'on vivait dans une situation où il y avait un plafond relatif à la rémunération des assistantes maternelles prise en charge par le complément mode de garde direct, et qu'à l'inverse, il n'existait aucune limitation du tarif facturé aux familles par les microcrèches. Donc, j'ai envie de dire, cette mesure, c'est au contraire, on verse le complément mode de garde que si les microcrèches plafonnent leurs tarifs. Et que là, il y a une mesure je dirais, de justice face au mode d'accueil qui est proposé aux parents. Et elles n'ont pas toujours le choix. Donc, selon qu'elles aient recours à une assistante maternelle ou dans une crèche ou à une microcrèche, effectivement, il faut qu'on arrive à une harmonisation du reste à charge qui est à supporter par les familles.
Quant au tiers payant qui a été proposé dans le cadre de la loi égalité femmes-hommes, bien évidemment que la CNAF a évalué la charge de travail que cela pouvait représenter. Et la CNAF estime que cette charge de travail est tout à fait soutenable. Ce que demande la CNAF, c'est la réflexion sur un délai de mise en œuvre pour précisément, effectivement, rendre tout à fait compatible la mise en œuvre de cette réforme, où là aussi, nous avons quand même une politique familiale qui est destinée à aider, quand on dit les familles modestes, c'est tout simplement à permettre à des familles modestes de pouvoir éduquer, élever leurs enfants dans des conditions satisfaisantes. Je ne dis pas les meilleures conditions, mais dans des conditions tout simplement satisfaisantes, en permettant à ces familles d'avoir accès à un mode de garde, quand on sait que dans les familles pauvres, 95% des enfants n'ont jamais, des 0-3 ans, n'ont jamais accès à un seul mode de garde, quel qu'il soit, et que c'est un facteur d'inégalité considérable, y compris dans la création et la persistance des futures inégalités scolaires. Donc, je pense qu'il faut apprécier la volonté de justice dans l'élaboration de cette politique familiale. Quand, au fond, je reviendrai sur effectivement le propos peu admissible de la variable d'ajustement, mais même sur les effectifs, je tiens à le dire que dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, d'avoir maintenu les effectifs pendant 2 ans, d'autoriser le remplacement par du personnel qualifié des départs à la retraite, d'avoir provoqué l'embauche de 500 à 700 emplois d'avenir, témoigne de la prise en compte de ce qu'est la réalité du travail des employés des CAF, qui est tout à fait effectivement fondamentale pour le maintien de la cohésion sociale, mais j'attire votre attention sur les efforts très substantiels qui sont faits pour justement donner à la branche familiale et à la politique familiale les moyens non seulement de perdurer dans ce qui peut faire la force de la politique familiale, mais aussi d'avoir des investissements d'avenir qui témoignent bien de cette confiance que l'on peut mettre dans la jeunesse. Merci, Madame Delaunay. Quelques éléments donc en réponse aux questions de Monsieur Labazé. Madame, premièrement, concernant la CNSA, les réserves sont aujourd'hui de 220-230 millions d'euros. Vous savez que la différence avec les 440 est en partie expliquée parce que les réserves de la CNSA ont servi au fonds d'urgence en direction des départements. Vous vous en souvenez? Et tu es bien d'accord. Et donc, dans les 220 qui restent, déjà, d'ailleurs, une partie est déjà gagée. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que pour 70 millions, les réserves de la CNSA allaient nous aider à contribuer à soutenir cet Ondam à 3%. En ce qui concerne, j'en parle maintenant de la sous-consommation, ça a été une de mes ambitions d'essayer qu'elle soit réduite au maximum, ce qui n'étant pas consommé tombant dans les réserves de la CNSA en ce qui me concerne, et la sous-consommation était en 2011 de 246 millions d'euros. Nous l'avons réduite à 189 l'année dernière et elle est estimée à 130 millions d'euros pour cette année. Et dû en particulier à un retard d'installation de places. La question ensuite de la CASA, je crois qu'on peut se dire entre nous que chacun ici aurait souhaité que la loi autonomie soit la plus précoce possible. La décision n'avait pas été prise jusqu'à l'annonce du Premier ministre qu'il s'agisse d'une loi d'orientation et de programmation, et ceci nous impose un délai supplémentaire, puisque vous le savez, ce type de loi
doit être présenté devant le Conseil économique et social. Donc l'agenda est le suivant. Nous allons ouvrir dès le mois de novembre à la concertation, je dirais officielle, en commençant d'ailleurs par les départements, ce projet de loi. Ensuite, nous devrons discuter, concerter avec les partenaires sociaux et le secteur, tout cela dans un minimum de temps, justement, pour ne pas trop retarder le processus et parce que des discussions ont bien sûr déjà eu lieu. Ensuite, il y aura 1 mois à prévoir pour le Conseil d'État, 2 mois pour le CESE, et donc un passage en Conseil des ministres est imaginable, je dis bien, il n'y a pas de date fixée, soit début avril, soit à la fin du mois de mars, et voilà le plus probable. La loi, pour ma part, je plaide pour que la discussion, la présentation devant le Parlement en soit entamée avant l'été, parce qu'il y aura après la collusion avec le prochain PLFSS, mais de toute manière, le Premier ministre nous a indiqué que les mesures de la loi ne prendraient effet au 1er janvier 2015. Donc, pendant cette période où, vous savez, les ambitions de notre gouvernement de redressement des comptes publics et de retour progressif à l'équilibre, cette CASA 2014 ira, comme la précédente, abonder le Fonds de solidarité vieillesse. Deuxième élément que vous nous avez demandé, je vous ai donc donné le détail de l'agenda. En effet, la loi autonomie comportera, comme on l'a dit souvent même dans cette enceinte, 3 volets: prévention, adaptation de la société, je préfère dire au défi de la longévité qu'au vieillissement, mais pour favoriser un vocabulaire toujours positif, et troisièmement, à l'accompagnement de la perte d'autonomie, avec un fil rouge qui sera la priorité au domicile. Et donc, comme l'a indiqué dès janvier dernier le président de la République, ce n'est pas pour nous une surprise, il avait indiqué que la loi monterait en charge par paliers successifs, et alors nous ne savions pas si ce serait 2 paliers ou 3 paliers. Ce sera donc 2 paliers avec un nouveau temps législatif qui sera soit une nouvelle loi, soit des dispositions législatives dans un nouveau PLFSS. Je crois qu'à cette heure, ce n'est pas tranché, et qui comportera ce qui concerne les établissements. Pour ma part, je pense, j'espère surtout, que nous pourrons déjà prendre quelques mesures en faveur des établissements dès le premier temps de la loi, qui pourraient être des mesures de régulation qui auraient un bénéfice sur le pouvoir d'achat des familles. Donc, mais en tout cas, la toute majeure partie du deuxième temps législatif sera en direction des établissements. Madame Touraine l'a dit avec la vérité que nous devons aux parlementaires. Il est bien évident que dans un monde idéal, nous aurions préféré faire la loi en un seul temps, mais que la contrainte budgétaire ne nous y autorise pas. Je dois cependant faire remarquer que moins de 18 mois après que nous sommes arrivés aux affaires, cette loi est posée, son agenda est fixé, et au regard de l'attente qu'on a eue de cette loi, on peut considérer que c'est une grande ambition, car nous avons aujourd'hui moins d'argent et plus d'âgés. Donc, ça marque que notre gouvernement a aussi dans ses priorités le champ de l'âge. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, l'aide à domicile, Monsieur Labazé, vous savez mieux que personne que les départements sont à la manœuvre
pour une grande part. Nous avons mis en place, grâce à vous tous, enfin vous tous, présidents de conseils généraux, un copilotage. Ce n'est pas la totalité des sénateurs, mais quand même quelques-uns, partenaires particuliers de la politique de l'âge. Et donc un copilotage a été mis en place entre les départements et l'État, réunissant autour de la table toutes les grandes fédérations, les CCAS et les caisses de retraite, pour refonder l'aide à domicile. Et il n'est pas certain que c'est même pas probable que l'aide à domicile en tant que telle soit incluse dans le champ de la loi, du fait du chef de filat tout à fait clair des départements. Cependant, ce qui sera dans la première partie de la loi, c'est la réforme de l'APA à domicile, et qui dit réforme dit, dans le cas, amélioration de l'APA à domicile. De même seront dans ce premier volet ce qui concerne encore le domicile, c'est-à-dire le chapitre des aidants, l'accès aux aides techniques et bien sûr le premier chapitre, celui de la prévention. Donc voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. La concertation s'ouvre incessamment sous peu et j'espère que je suis sûre que nous travaillerons de manière aussi positive que rapide pour ne pas retarder ce calendrier. Merci, mesdames les ministres. Alors, j'ai déjà 2 inscrits. Je vois 2 mains nouvelles. Donc, j'ai monsieur Milon, monsieur Cardraon, monsieur Jeannereau. Alors déjà, j'ai dit monsieur Milon. Merci, madame la présidente. Tout d'abord, une observation générale. Nous sommes en train, en commission et après en séance, d'examiner une loi qui aurait dû être audacieuse et qui ne l'est pas, mais qui existe, c'est la loi sur les retraites. Monsieur le rapporteur général va devoir nous faire son rapport sur le PLFSS le 9 novembre, avec l'examen des amendements du rapporteur le même jour. Nous aurons la possibilité de déposer nos amendements avant le 8 à 11 heures, ce qui ne nous laisse que 36 heures pour regarder le texte du rapporteur et puis faire nos amendements. Et un début de séance le 12 novembre, avec entre deux le week-end du 11 novembre, qui oblige quand même les élus que nous sommes à être dans nos territoires, ne serait-ce que parce qu'il y a le 11 novembre au milieu. Je trouve que ces conditions de travail ne respectent pas le travail des sénateurs, et je tiens ici à le dénoncer, parce que ce n'est pas si évident de revoir tous ces problèmes qui nous sont exposés, et j'imagine l'attitude de l'opposition, si nous avions été, nous, la majorité, à vous imposer ce genre de rythme aujourd'hui. Cela dit, Monsieur, peut-être Madame la Présidente. Juste peut-être pour vous dire que ce sont des délais constitutionnels qui nous sont imposés. Le PLFSS arrive ici après l'Assemblée nationale. Tout à fait. Donc voilà. Donc de fait, ce sont des délais constitutionnels qui nous sont imposés et qui sont difficiles à tenir, je vous l'accorde, mais tout ça a été débattu en conférence des présidents et a trouvé accord au sein de la conférence des présidents. Voilà, juste. C'est exactement le genre de réponse que je vous aurais donné si vous aviez été à ma place. Mais bon, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être mécontent de la façon dont ça se passe. Y compris contre la conférence des présidents. Y compris contre la conférence des présidents. Pour le reste, Madame la ministre, vous avez parlé des déficits. Alors, j'étais un petit peu au départ ailleurs. Vous avez bien dit 21 milliards pour 2012, 2011, 16 pour 2012 et 12, 10, 16 2013. 16 2013. Voilà. Donc 16 2013. Et donc, combien pour 2012 ? Excusez-moi. 21, 17,5, 16, 12,8. Voilà. Alors, 16 2013, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'un déficit, c'est toujours la différence, enfin chez moi, à la maison, entre les recettes et les dépenses. Et que donc, vous avez augmenté les recettes de 4,5. 4,5 milliards de cotisations et d'impôts nouveaux dans le cadre du PLFSS 2013. Ça, vous avez oublié de nous le dire, alors il est peut-être utile que nous le redisions ici. Et le rapporteur général a fait une allusion qui est intéressante et que d'ailleurs j'allais faire également. On constate quand même qu'il y a une légère
diminution de la consommation médicale. Alors légère au niveau de la médecine de ville, mais assez importante au niveau de la médecine hospitalière, puisque si l'ONDAM était à 2,7 pour 2013, il semblerait qu'on soit un petit peu au-dessus de 1% d'augmentation de la consommation en 2013 par rapport à 2012, d'après ce que me disent les hôpitaux dans le cadre de la fédération. Donc, peut-être stagnation ou légère augmentation de la consommation, donc des dépenses, et très, très nette augmentation des recettes par les impôts nouveaux que vous avez mis en place. Sans compter que pour 2014, il va y avoir à nouveau une augmentation des cotisations vieillesse, de nouvelles cotisations pour le RSI, diminution du quotient familial, de nouvelles taxes sur l'industrie du médicament, ce qui me semble donc, encore une fois, peser davantage sur l'ensemble de ce que vous appelez la minorité des gens qui payent des impôts, c'est-à-dire les classes moyennes, qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol de toutes ces augmentations d'impôts. Je conçois que ce n'est pas si évident de trouver le moyen de faire un équilibre sans trouver des recettes nouvelles, mais en attendant, les classes moyennes en ont un peu ras-le-bol de cette situation. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame la rapporteure de la branche famille, juste pour dire quand même que son observation est celle qui a été faite par Valérie Rabault à l'Assemblée nationale et la rapporteure du Sénat et la rapporteure de l'Assemblée nationale ne sont pas du même parti politique. Et donc, il y a un certain accord entre certains rapporteurs sur le sujet de la branche famille. En fait, vous nous dites clairement qu'avant, il y avait des variables d'ajustement qui étaient mises en place par les ministres, et vous augmentez la cotisation retraite patronale de 1,2 milliard, et en compensation, vous diminuez la cotisation patronale de la famille de 1,2 milliard. Si ce n'est pas une variable d'ajustement, je ne sais pas ce que c'est, mais en attendant, nous, on le faisait, et vous le dénonciez, vous êtes en train de le faire. On ne votera pas les amendements de la rapporteure sur le sujet, mais je tenais quand même à vous dire que vous faites la même chose. Alors, ne critiquez pas quand vous faites la même chose, au moins dites que vous faites comme nous dans certaines conditions. J'ai deux questions à vous poser, Madame la Ministre. C'est une sur la caisse des mines, la caisse minière. Dans l'article 25 du projet de loi, vous dites dans l'article 25 que cette caisse des mines est évidemment en grosse difficulté financière et que l'ACOS fera des avances de trésorerie pour cette caisse à hauteur de 250 millions pour une période de 4 ans à partir de 2013, en affirmant dans le rapport que cette intervention, avance de trésorerie de l'ACOS, intervient en complément des avances et prêts obtenus auprès de la Caisse de dépôt. Or, il semblerait, certains me disent qu'il n'y a pas d'avance de la Caisse de dépôt. J'aimerais que vous me confirmiez si vraiment il y a avance ou intervention de la Caisse de dépôt en plus des 250 millions de la COS sur le sujet. Et puis, il y a des bruits qui disent aussi qu'il devrait y avoir une généralisation des complémentaires santé dans le cadre du PLFSS. Est-ce que ce sera le cas? Merci. Monsieur Kerdaron. Oui, merci. D'abord, pour me réjouir, dans un premier temps, de l'annonce qui a été faite par Madame la ministre Delaunay du plan sur la perte d'autonomie, parce que c'est vrai que c'est un plan qui est attendu pas que depuis le changement de mandature, mais bien depuis quelques années. Et je suis assez satisfait des réponses formulées, notamment sur la taxe CASA, parce que c'est vrai que beaucoup d'acteurs, ou en tout cas un certain nombre d'acteurs du secteur, avaient considéré que la réaffectation, si je puis dire, était plutôt une sorte de captation. Donc la réponse que vous nous faites me convient, en tout cas je m'en félicite. Et par contre, j'aurais une question sur le financement futur de cette réforme, du fait de cette réaffectation. Ensuite, j'aurais une question deux questions sur un sujet qui devient un peu une marotte, c'est la santé des étudiants. Avec ma collègue Catherine Procaccia, nous avons commis il y a quelques mois un rapport sur la protection sociale et la santé des étudiants. Alors je vais simplement prendre un ou deux exemples. Concernant dans le plan qui est annoncé il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, sur la stratégie nationale de santé,
vous avez annoncé la généralisation du tiers payant d'ici 2017 pour faciliter l'accès aux soins de ville, ce qui est une excellente mesure. Envisagez-vous, dès 2014, de faire bénéficier les étudiants de cette opportunité? Je rappellerai qu'en 2012, il avait été envisagé une expérimentation, me semble-t-il, alors dans quelques villes universitaires, je crois que c'était un nombre de 3, mais que ça avait dû être retoqué, comme on dit, par le Conseil constitutionnel. Donc y aura-t-il quelque chose dans ce sens? Et à défaut, est-il envisageable, comme le préconisait en 2009 un rapport de l'IGAS qui portait sur la prévention des grossesses non désirées, de mettre en place un tiers payant pour la contraception, par exemple? Ensuite, envisagez-vous d'aménager les critères d'accès à la CS et à la CMUC? Ça, ce sont deux demandes fortes qui émanent des mutuelles étudiantes. Et puis, rappeler simplement que la multiplication des taxes sur les complémentaires santé et les différents transferts de charges qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de la mandature précédente, vers les organismes complémentaires pèsent lourdement sur les étudiants, puisque, à titre d'exemple, sur 100 € de cotisation que verse un étudiant, il y en a déjà 13 qui partent en taxes. Et puis un souhait à émettre, c'est que dans la stratégie nationale de santé, il y ait un volet jeunesse ou étudiants en tout cas qui prennent en compte un certain nombre de propositions, de préconisations que nous avions formulées en notre temps. Merci. Madame Procaccia, justement. Merci. Des questions très rapides. Alors, je pense, Alain, que tu l'as évoqué en parlant des complémentaires, mais nous avons lu dans la presse, Madame la Ministre, que vous comptiez réintroduire les dispositions qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel sur l'ANI. Est-ce que c'est vrai ou pas? Deuxième question, j'ai lu, l'année dernière aussi, nous avions réussi à repousser, je crois, par le Conseil constitutionnel, le fait que vous attaquiez aux réserves, enfin vous attaquiez, ou la MSA s'attaque aux réserves du GAMEX. Et cette année, j'ai vu que dans votre texte, vous comptiez reprendre la gestion, réattribuer la gestion de ces assurances maladie pour les affecter à la MSA. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous guide. Il y a quand même un certain nombre de personnes et pas mal d'organismes qui travaillent là-dessus, et effectivement avoir quelques précisions. Une question qui est purement d'actualité et qui ne relève peut-être pas du PLFSS, mais sur la gestion des urgences par rapport à la maladie, à l'hospitalisation. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour que cette grève des urgentistes qui s'explique effectivement concrètement, en tout cas en région parisienne, quand on cherche à avoir une place, est-ce que le ministre peut faire quelque chose et peut accentuer les choses là-dessus? Puis bon, sécurité sociale étudiante, effectivement, Renan a dit un certain nombre d'éléments. Il y en avait quand même beaucoup d'autres qui concernaient la gestion que j'ai présenté en tout cas dans le texte sur l'enseignement supérieur et la recherche, qui émanait directement de nos auditions, et j'ai eu la surprise, non pas d'avoir la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, mais de savoir en off que les mutuelles étudiantes y étaient opposées, alors que c'était des propositions qu'elles nous avaient faites et qui sont dans notre rapport, en particulier sur des économies de gestion, sur la date d'affiliation au 1er septembre et non pas au 1er octobre. Après, entendre dire qu'elles y sont opposées, c'est surprenant, mais avec Renan, on se coordonnera. Ouais, voilà. Merci. Dernier inscrit, René-Paul Savary. Oui, merci. Moi, je partageais les propos de Georges Labazé par rapport à son intervention sur la CNSA. Comprenez que c'est quand même difficile d'entendre qu'il y a encore 440 millions d'euros de réserve quand ce fonds qui doit être au titre de l'autonomie, notamment... ou 220, on sait bien qui... D'accord. 440 en début d'année, les mesures de 2013 l'ont ramené à 220.
Voilà, et par ailleurs, il y a de la sous-consommation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a de la sous-consommation au titre de 2013 à hauteur de 130 millions d'euros. Donc comprenez, je continue, merci mon propos, même si j'ai fait une erreur d'interprétation sur les chiffres, pour dire que c'est quand même difficile d'entendre ça quand on sait que ce fonds est fait quand même pour la solidarité de l'autonomie, notamment distribué par les départements qui sont dans des situations particulièrement difficiles, puisque l'APA n'est pas compensée, la moyenne des compensations de l'APA c'est 30%, et l'autonomie par rapport au handicap, c'est la prestation notamment de compensation du handicap qui est bien sûr là aussi insuffisamment compensée, et le fonctionnement des maisons départementales de personnes handicapées qui ne fonctionnent pas avec la seule subvention de la CNSA, qui n'est plus le principal contributeur au niveau des maisons départementales des personnes handicapées, puisque maintenant ce sont les subventions des départements qui permettent à ces maisons de fonctionner, et elles versent plus d'argent que la CNSA pour le fonctionnement. Donc là-dessus, il y a quelque part une déviation, une déviance, ou un détournement des fonds consacrés à la solidarité pour l'autonomie qui continue, qui s'accentue d'année en année, alors qu'il y avait une piste véritablement pour permettre aux départements de mieux assurer leur mission dans ce domaine-là. Nous, les taux directeurs, en tout cas moi dans mon département, le taux directeur proposé aux structures d'hébergement va être cette année encore de 0,5%. Vous voyez la difficulté que ça peut faire dans les différentes structures, parce qu'on est contraint d'avoir des mesures terriblement rigoureuses compte tenu de cette absence de compensation. Donc j'appuyais les propos de mon collègue Georges Labazée. Sur ce, j'avais une autre question plus précise. Avez-vous abondé le Fonds national de la petite enfance, qui est aussi un sujet de litige entre l'État et les départements concernant la prise en charge, notamment dans le cadre des mineurs étrangers isolés, où il a été envisagé lors des groupes de travail cet appel pour financer en partie ce qui revient là encore à la charge des départements et qui correspond plus à une politique nationale de l'immigration ou de la justice qu'à une politique de l'enfance. Merci, Monsieur Savary. Donc, Mesdames les ministres, je vous laisse dans vos réponses. Qui veut démarrer? Bien. Plusieurs questions. Bon, écoutez, on aura le débat en séance sur le financement de la sécurité sociale. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de recettes complémentaires. J'ai même dit que c'est dès notre arrivée aux responsabilités que nous avions pris des mesures qui avaient permis le rééquilibrage. L'année prochaine, par rapport à l'évolution tendancielle des dépenses, nous réalisons 8 milliards de baisse du déficit. 4 par le biais de prélèvements supplémentaires et 4 par le biais d'économies. Nous avons indiqué toujours qu'il n'y aurait pas de prélèvement pesant sur les assurés en termes de santé. Les prélèvements réalisés, ils sont parfaitement identifiés, j'y reviens pas, c'est des cotisations vieillesse notamment. Ils sont parfaitement identifiés. Il n'empêche que l'année dernière, nous avons fait 2,5 milliards d'économies sur l'assurance maladie, et que l'année prochaine, enfin l'année actuelle, nous avons fait 2,5 milliards d'économies plus 500 millions qui n'étaient pas prévus mais qui sont donc réalisés. Et nous ferons l'année prochaine de l'ordre de 2,5 milliards d'économies supplémentaires. Donc en matière d'assurance maladie. Les soldes, évidemment, que j'ai donnés de la sécurité sociale tout à l'heure ne portaient pas uniquement sur l'assurance maladie, mais sur la sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse pris globalement. Mais on aura le débat sur la manière de financer. Après tout, je crois que je suis assez prête à confronter les bilans. Pour ce qui est de la caisse des mines, je vous confirme que cette caisse, la CAN, a une convention avec la Caisse des dépôts. Donc, ce que nous faisons là, c'est que dans le cadre des mesures que nous allons être amenés à prendre pour le régime minier, nous prévoyons, disons, une sécurisation financière qui permet de répondre sur les 4 années qui viennent à la situation que peut rencontrer ce régime.
il n'y a pas de mesure de généralisation des complémentaires santé au sens strict. Il y a des étapes ajoutées ou des étapes franchies. La première étape, je veux le rappeler, c'est le relèvement du seuil de la CMU et de l'aide à la complémentaire santé, qui est entré en vigueur le 1er juillet, qui va être financé donc quand même à part entière à partir de l'année prochaine, pour un semestre cette année, qui permet à 750 000 personnes de plus de bénéficier d'une prise en charge soit gratuite, soit avec l'aide pour la complémentaire santé. Je veux rappeler, parce qu'on l'ignore trop souvent, que pour quelqu'un qui a 60 ans et plus, l'aide à la complémentaire santé, c'est 500 € par an. 500 €, ça n'est quand même pas négligeable. Et je veux ramener ça ou rapporter ça au débat que nous avons pu avoir tout à l'heure sur la question des retraités. Par ailleurs, nous prenons effectivement des mesures, et là, je réponds à Alain Milon, mais je commence à répondre à Renan Kerdraon, à l'article 45, enfin tel qu'il est pour le moment, de la loi, qui concerne les jeunes. Et puis, les mesures à l'article, je ne sais plus combien, sur les critères aussi. 45 aussi, sur les critères des tarifs responsables et solidaires. Donc, nous avons eu l'étape de l'ANI, je répondrai à Madame Procaccia, nous avons eu l'étape de l'ANI, nous avons eu l'étape CMU ACS, 750 000 bénéficiaires de plus. Et nous avons dans le PLFSS un double mécanisme avec le renforcement des critères pour les contrats responsables et solidaires, ce qui doit aussi nous permettre d'améliorer la qualité des contrats, parce que l'objectif d'une couverture complémentaire de santé, c'est évidemment un objectif quantitatif de généralisation, c'est aussi un objectif qualitatif de meilleure prise en charge. Et nous prenons des mesures en direction des jeunes, avec un accès facilité à la CMU, en particulier pour les étudiants qui sont dans des situations d'isolement ou de rupture familiale, et qui aujourd'hui doivent faire des démarches absolument très compliquées pour démontrer qu'ils n'ont pas l'aide ou le soutien de leur famille. Donc aujourd'hui, à partir du PLFSS, tout cela va changer puisque nous allons faciliter cela. Oui, il y aura évidemment des mesures en direction des jeunes dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Je l'ai dit, ce sera un des axes prioritaires. J'ai indiqué que la concertation allait s'engager pour définir les priorités de santé publique que nous mettions en avant, mais que d'ores et déjà, il y en avait 5 qui devraient de toute façon figurer, et parmi ces 5, il y a celle de la jeunesse. Oui, il y a une mesure sur le tiers payant concernant l'accès, les jeunes filles, les jeunes femmes mineures, de 15 à 17 ans et 364 jours, donc, peuvent, depuis l'année dernière, bénéficier de la gratuité de la contraception. Cette année, nous introduisons une mesure qui consiste à leur permettre d'accéder au tiers payant pour la consultation et pour les actes liés à la consultation, par exemple des actes de biologie. Donc, c'est une mesure qui me semble aller dans le sens de... Ça dépend, oui, mais c'est vrai, mais pour ce qui est des étudiantes, dans le cadre de centres de santé, les centres de santé étudiants offrent déjà la possibilité du tiers payant. À l'évidence, nous sommes dans une démarche de généralisation, du tiers payant, et de toute façon, la volonté, c'est que l'année prochaine, le tiers payant soit offert, accessible aux bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Donc, il y a parmi eux une partie de la population étudiante qui sera directement concernée. Pour ce qui est de l'ANI, quel est le sujet? Le Conseil constitutionnel a annulé une disposition qui prévoyait la clause de désignation. Quel était l'intérêt de la clause de désignation? C'était de permettre un meilleur tarif proposé des complémentaires santé grâce à la mutualisation des contrats. Parce qu'on sait bien que plus les contrats sont segmentés, plus ils sont chers. Plus vous avez une base de mutualisation large, plus vous pouvez vous permettre de faire des contrats à moindre coût, puisque vous compensez au fond
les risques que vous pouvez encourir sur une partie de la population par de moindres risques sur une autre population. Si vous faites un contrat ciblé personnes âgées, il est évident que la probabilité que votre adhérent n'aille pas voir un médecin dans l'année est quand même assez faible. Si vous compensez personnes âgées par population plus jeune, vous équilibrez, donc vous permettez à une personne âgée d'avoir un contrat à moindre coût. Donc si on est dans le secteur du travail, là on ne parlera pas personne âgée, encore que à 55 ans on est encore dans le monde du travail, on n'est pas une personne âgée, mais je veux dire qu'on a plus... Oui, mais en termes de risque santé, on va plus voir son médecin que le salarié de 35 ans. Et par ailleurs, surtout, la mutualisation, elle ne porte pas uniquement sur l'âge, elle porte sur les pathologies que vous avez pu rencontrer. Allez voir un assureur quand vous avez eu un cancer et vous allez voir les tarifs qu'il vous fait. Tandis que si vous avez un contrat qui est globalisé pour la branche ou pour l'entreprise, on ne fera pas la différence entre celui qui a eu un cancer et un autre. Tout le monde paiera la même chose, simplement, évidemment. Non mais ça, c'est pas dans le cadre de l'ANI. Ça, non mais sur l'ANI, donc je dis l'objectif, c'est de permettre la mutualisation. Donc nous sommes en train de voir quels dispositifs nous pouvons mettre en place qui permettent de favoriser la mutualisation des contrats. Et c'est ça l'enjeu des discussions que nous avons en ce moment. Pour ce qui est de la MSA, pour ce qui est de la MSA et du GAMEX, concrètement, le GAMEX, les dispositions de l'année dernière n'ont pas été maintenues pour des raisons de mauvaise rédaction. Le GAMEX gère les prestations maladie en concurrence avec la MSA et au titre de la gestion, il percevait ou il perçoit une fraction des cotisations agricoles pour payer les frais de gestion. Il se trouve que ce montant perçu est supérieur au coût de gestion. Il n'est donc pas anormal que la différence revienne à la MSA. Pour ce qui est des urgences, ça n'est pas dans le cadre du PLFSS, mais le mouvement qui a lieu actuellement est un mouvement qui vise, de la part des services d'urgence et d'urgentistes, à demander à ce que la direction des hôpitaux assume la responsabilité de la gestion de la réaffectation des malades qui sortent des urgences mais qui doivent rester hospitalisés. Aujourd'hui, les urgentistes ont le sentiment d'être laissés à eux-mêmes et de passer beaucoup de temps et de perdre beaucoup d'énergie à trouver des lits d'aval, pour reprendre la formule, pour leurs patients. J'ai travaillé avec les urgentistes au cours des mois derniers, j'ai lancé un programme de gestionnaire de lits. 160 hôpitaux sont d'ores et déjà engagés dans la mise en place d'un dispositif de gestion des lits d'aval au niveau de l'hôpital et pas au niveau du service d'urgence. C'est ça qui est absolument fondamental. Et les urgentistes ont insisté là-dessus et c'est la première fois qu'un plan gouvernemental s'inscrit dans cette démarche. J'ai reçu tous les urgentistes il y a quelques jours. Et étaient présents les directeurs d'hôpitaux, les présidents de CME, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un engagement des hôpitaux et pas simplement un plan urgence centré sur les urgences. J'ai par ailleurs demandé aux directions d'hôpital, sans attendre la mise en place de ces systèmes de gestion d'aval, de lits d'aval, de mettre en place des systèmes d'organisation qui permettent de soulager les urgentistes. J'ai indiqué par ailleurs que là où ce serait nécessaire, des moyens humains seraient mis en place, il n'y en a pas besoin partout, ou des restructurations même immobilières, enfin des aménagements de locaux, il n'y en a pas besoin partout. Et nous avons d'ailleurs d'ores et déjà pris des mesures dans certains établissements qui ont permis de rétablir la situation. Je pense avoir répondu aux questions qui s'adressaient à moi en tout cas. Très bien. Madame Berthier. Il y avait une question concernant les mineurs isolés. Je rappelle que le fonds auquel vous faites référence a été créé en 2007 et qu'à un moment donné, la CNAF avait été sollicitée pour l'abonder. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fin d'année dernière, le financement du fonds a été à nouveau abondé par des ressources qui ont été, et lors d'une discussion qui a eu lieu entre l'État et précisément l'ADF.
et que des solutions de financement de ce fonds avaient été trouvées sans avoir à passer par le PLFSS. Donc, je crois que voilà la réponse que je peux vous apporter sur ce qui concerne la gestion, entre autres, des mineurs isolés et du fonds auquel vous faisiez référence. Merci, Madame Delaunay. Peut-être deux courtes réponses. Je crois que c'est Madame Procaccia qui nous a interrogé sur le financement du deuxième temps de la loi, le financement futur de la loi. Non, c'est... Pardonnez-moi. Le premier temps de la loi dans la période actuelle sera engagé dans le montant de la CASA. Et le deuxième temps, je ne vous surprendrai pas en disant que rien n'est arbitré le concernant. Deuxième aspect, M. Savary, là je suis sûr que c'est bien lui, nous a dit, bon, disons qu'il a un petit peu râlé en disant, mais nous voyons des réserves de la CNSA alors que les conseils généraux n'en profitent pas autant qu'ils le voudraient. Je rappelle quand même que nous avons, je dis nous, mais la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a abondé les 170 millions du fonds d'urgence, alors que ça ne venait pas compenser la seule PCH et la seule APA. Donc on a financé le RSA avec cette caisse. Donc les conseillers généraux n'ont pas été oubliés et j'ai trouvé que ce jour-là, le conseil de la CNSA avait été tout à fait responsable à votre égard et solidaire. Voilà. Enfin, ils n'ont pas râlé, eux. Voilà. Non, mais Monsieur Savary, je le... Quoi? Bon. 5 millions d'euros. Bon, mais donc je soulignais ce point, mais comme nous l'avons exprimé, les recettes de les réserves de la CNSA que tout le monde regarde, comme vous-même, avec beaucoup d'attention et même plus que de l'attention, sont pour la plupart celles qui sont actuellement déjà gagées, comme je l'ai exprimé, et nous essaierons à la fois de moins sous-consommer encore cette année et d'en préserver l'usage au maximum pour les personnes vulnérables auxquelles elles sont destinées. Très bien, merci Mesdames les ministres. Je crois que nous avons fait le tour de l'ensemble des questions et je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez passé à nos côtés pour répondre à l'ensemble de nos questions. Marisol Touraine, pardon, peut-être un peu plus puisqu'elle est là depuis effectivement 16h30 et on parle des retraites et du PLFSS. Donc merci pour votre disponibilité à répondre à l'ensemble des questions des sénatrices et sénateurs. Et comme vous avez pu le remarquer, il y en a un certain nombre et donc les débats qui s'annoncent vont sans doute être riches en échanges pendant la séance publique. Merci. Voilà pour cette double audition, d'abord sur la réforme des retraites, puis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour ce qui est de la réforme des retraites, qui a été adoptée d'ailleurs mardi de justesse par l'Assemblée nationale, elle doit arriver en séance publique au Sénat à la fin du mois, le 28 octobre. Pour ce qui est du PLFSS 2014, il sera examiné en séance publique le 12 novembre. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h, 24h Sénat avec Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.